Bonjour, Bonjour. bienvenue sur la chaîne des Yoff Trotteurs. Et aujourd'hui, il est venu le temps de vous présenter notre vidéo sur notre voyage en Mauritanie. Donc ce voyage, ça s'appelle le Trek des Chibani. Alors pourquoi les Chibani? Parce que Chibani en arabe, c'est comme ça qu'on appelle les vieux sages. Et comme on était 5 et qu'on avait tous plus de 60 ans, on a décidé d'appeler ce trek Chibani. Quelle originalité. Voilà. On s'est bien amusé en attendant, c'était un super trek. Notre séjour, c'était faire le tour de l'œil de l'Afrique au départ d'Attar. Et donc on l'a appelé, comme on vous l'a dit, le trek des Chibani. Ça a été créé, imaginé, pensé, même animé par Jacques Besset, dit Jacques Chibani. Avec Mahmoud, qui est mauritanien et qui nous a fait toute la préparation en Mauritanie. Maryse, qui était la seule femme du groupe, qui a vraiment bien tenu le coup. Francis, qui était un ami de Jacques. Jean-Pierre, voisin et ami de Jacques aussi. Et Claude Rossi, dit Claude Lelouch, puisque c'est lui qui fait beaucoup d'images. Et voilà l'équipe qui va donc faire ces 18 jours de bivouac pour 430 km. Sans oublier l'inestimable Jacques Jani, dit Jacques Cacahuète, en référence à la couleur de son camion, qui nous a fait passer de belles images, notamment du Gelb Bergrischa. Donc Mahmoud est venu nous chercher à l'aéroport d'Attar pour nous conduire à Ouadan, qui se trouve à 180 km, un peu plus de 4 heures de piste. Et donc on traverse la ville d'Attar. On est samedi matin, il y a le marché. Oui, et puis il y a beaucoup d'arrivées et de retours par Attar, puisque c'est la ligne qui fait Paris-Attar une fois par semaine le samedi. C'est le même avion qui arrive et qui repart avec les Français. Voilà, donc comme c'est un avion qui arrive aux alentours de midi et demi, on voulait pas perdre trop de temps pour arriver à Ouadan et avoir la chance de pouvoir visiter cette ville. C'est une cité antique. Donc on va très vite prendre des pistes. Voilà, et là on s'aperçoit que on n'est plus du tout sur du goudron, hein, c'est de la tôle ondulée. Et donc sur ce type de piste là, en général, les locaux vont très vite. Ils dégonflent un peu les pneus et ils vont très vite pour éviter que la voiture souffre mécaniquement. De temps en temps du goudron, mais je pense que de tout le séjour, c'est le seul endroit où on en a vu. Voilà, c'est cette petite montée dans le canyon. Et puis, voilà, on a Mahmoud qui nous souhaite la bienvenue. Il a voulu s'arrêter à cet endroit-là pour nous accueillir et nous souhaiter la bienvenue devant ce magnifique paysage. Après, c'est notre arrivée à Ouadan et notre visite de la cité antique. Voilà, ça c'est la vieille mosquée de Ouadan, qui est quand même très bien conservée. Elle fait partie d'un processus de restauration quand même. Ouadan est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis notre première soirée donc chez Zaïda, qui est une figure d'ailleurs de la Mauritanie. Elle accueille beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de gens qui passent par chez elle. C'est une Mauritanienne charmante. Et très connue, même en France. Et voilà notre premier repas dans la Raïma, cette tente dont on aura l'occasion de vous reparler. Et puis nos 3 chameliers. Voilà, on a rencontré nos 3 chameliers. Mohamed Mahmoud, Da et Mohamed. Le premier matin. Voilà, premier chargement. Là, il va falloir charger donc 7 dromadaires avec environ 120 kg par dromadaire. Alors, ils n'auront pas tous ce poids-là, mais il y en a qui vont être vraiment très chargés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti en totale autonomie pendant 18 jours. Donc, c'était
beaucoup de choses à charger au départ sur les dromadaires. Pour la petite histoire, il y avait 75 kilos de fruits et légumes, une centaine d'œufs, 7 kilos de thé, autant je me souviens, 10 kilos de farine, enfin bon, j'en passe, mais on était en totale autonomie. Et vous voyez là que je m'aperçois très rapidement quand même qu'une caravane, ça avance très vite. On a l'impression qu'une caravane, c'est quelque chose qui se traîne. Non, pas du tout. Et ça donne vraiment le tempo de la vitesse à laquelle il va falloir quand même qu'on se déplace pendant ce trek. Et c'est la raison pour laquelle les 2-3 premiers jours, on a quand même été obligé de se caler, d'une part au terrain, mais notamment aussi à la vitesse des dromadaires. Ce qu'on s'est aperçu très vite aussi, c'est que la caravane n'avait pas du tout envie de s'arrêter. En fait, ce qu'on avait décidé, c'était de partir de bonne heure le matin, 7h30, 7h30 en général, 7h30, 8h. Tout dépendait de la journée et puis de la météo. Pour arriver vers 15h, 15h30 et les premières difficultés sont arrivées très rapidement. Après le premier ou le deuxième jour, vous voyez cette dune dans laquelle on s'enfonce et c'est très lourd pour les pieds. Hein. Mais bon, c'est magnifique aussi. Hein. Voilà, on a le dénivelé plus le sable. Et le premier bivouac, donc un peu comme tous les soirs, donc on décharge les dromadaires. Et oui, les dromadaires n'attendent que ça parce que eux, ils n'ont qu'une hâte, c'est d'être déchargés pour pouvoir aller manger et se dégourdir les pattes tranquillement au repos. Donc pour évacuer le problème de l'eau avec les dromadaires, ils peuvent, dans une saison comme ça, donc on est en hiver, dans une saison comme ça, ils peuvent rester jusqu'à une quinzaine de jours sans boire. Alors ils se nourrissent aussi pas mal de plantes qui les hydratent. Et notamment des acacias. Alors, avec des épines énormes. Donc quand on voit ce qu'est un acacia et les épines, on se demande comment ils peuvent... ils sont sur des acacias en permanence. Alors, tous les soirs, même rituel, on montait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse raïma, cette tente. Donc, en fonction de la force du vent, on montait 4 piquets ou 2 piquets avec un point central. Là, on va la monter sur 2 piquets, justement, ce jour-là, pour une raison, c'est que le vent est très fort et ça évite au vent de résister sur la toile. C'est comme comme un voilier, en fait. Il faut vraiment orienter la toile de la tente vraiment bien pour que ça résiste au vent qu'il va y avoir dans la soirée et dans la nuit. Et régulièrement, on a quelqu'un un des 3 chameliers qui nous fabrique du pain. Oui, alors avec de l'eau et de la farine et un peu de sel. Alors c'est vraiment fabriqué et conçu comme le font les nomades, hein, c'est-à-dire une fois que la pâte est faite, eh bien on la dépose sur du sable chaud. On fait une galette. On la recouvre de sable chaud et de braise. On attend 30 minutes et après on la recouvre, on la découvre et on la retourne pour la faire cuire de l'autre côté. Ce soir-là, c'était Da qui nous faisait le pain. Donc ça nous servait de petit déjeuner, le pain surtout. Et on avait une alternance entre crêpes et pain de nomade, quoi. Donc on a quand même bien été nourris pendant ces 18 jours. Un rituel magnifique. Ça, ici vous voyez Aïba dans sa cuisine
dans la nature. Et là, il est en train de servir les bols avec notre repas de midi que nous mangions vers 15h, à peu près 15h, 15h30. Tout est fait à la cocotte minute. Donc c'était quand même incroyable de voir tout ce qu'on a transporté pendant 18 jours. Et là, on met les pieds... Et ce qu'il a fallu faire, c'est gérer l'eau. Voilà, donc là, vous voyez Jean-Pierre qui compte le nombre de pastilles qu'on met dans les outres de tissu qui contiennent en gros 10 litres d'eau. Donc il nous en faut 2 par jour. On est 5, ça fait environ 4 litres par personne et par jour. Et là, on mettait des pastilles de micro pur, puisque c'était de l'eau qu'on allait chercher au puits. Donc il a fallu qu'on ait une belle gestion de l'eau pendant tout ce temps, pour boire, pour se laver, pour manger, pour la nourriture. C'est moi qui étais la contrôleuse des outres d'eau, qui m'occupait de mettre les désinfectants dans l'eau. Alors, tous les soirs, là aussi, on avait Mohamed qui nous chantait un peu des chants mauritaniens, certainement en relation avec la religion. Oui. Alors, entre chant et prière, on va dire. Et puis, à la tombée de la nuit, on avait souvent du thé aussi. Alors, je vous raconte rapidement l'histoire des 3 thés. Les Mauritaniens servent 3 thés. Alors, ce ne sont peut-être pas les seuls, mais au moins nous, on l'a vécu en Mauritanie. Ils servent les 3 thés. Le premier thé, La mer comme la nuit, le deuxième thé, suave, doux comme l'amour, doux comme l'amour. et le troisième, suave comme la mort. Voilà. Et on en profite aussi pour pouvoir voir les endroits où on a dormi, à la Belle Étoile, sous la Raïma, mais c'était toujours accompagné de feu. On m'a souvent posé la question de savoir s'il n'y avait pas d'animaux. Bah, lorsqu'on arrive et qu'on commence à allumer un feu quelque part, tous les animaux disparaissent, quoi. Donc on n'a jamais vu de scorpions, de serpents, voilà. On croisait des lézards, des oiseaux. Là on passait de la nuit au jour, petit déjeuner, sous la Raïma. Et puis, bien, le matin, il faut à nouveau charger les dromadaires. Tout ranger, tout débarrasser, charger les dromadaires. Et ça, c'est un vrai boulot. Oui, les brouillards pratiquement. Et la manière qu'ont les chameliers de ficeler le matériel sur les dromadaires, c'est vraiment un spectacle, dans le spectacle. Claude qui apprend le métier de chamelier. Alors ça, on appelle ça baraquer un dromadaire, c'est-à-dire le faire s'asseoir. Voilà, et comme dit Jacques dans la vidéo, c'est mon premier baraquage, je ne sais pas si on dit ça. Regarde-moi. Hop. Voilà, c'est fait. Oui, c'est assis tout sage. Et puis, ben, tous les jours, comme je le disais, il fallait vider la Raïma, l'enlever du sable qu'elle avait pris dans la nuit. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles on pouvait à certains moments dormir, quoi. Voilà. Pané, on était pané. On était surtout pilés. Et puis l'éternel feu qu'on voit partout, qu'on arrive à un endroit où qu'on en parte, il y a toujours le feu qui est présent chez les nomades. Toujours le chargement, alors vous voyez qu'on avait amené La bouteille de gaz, de quoi faire de la cuisine. c'était l'élément Et essentiel. puis de la encore une cuisine. fois, l'art qu'ont ces nomades de charger leur dromadaire, c'est vraiment incroyable, quoi. Alors on a même profité pour installer sur les dromadaires des panneaux solaires qui chargeaient nos batteries dans la journée. Bon, le matin, vous voyez qu'il faisait quand même très frais. On était bien habillés quand même.
comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas loin de 120 kg par dromadaire. Alors forcément, plus on avançait dans le temps et moins il portait. Mais quand même. On a eu la chance de rencontrer plusieurs types de terrains. Du sable. Du sable, effectivement. Avec les dessins. Alors un peu dur, un peu mou, une espèce de lac à sécher. Et puis un terrain beaucoup plus meuble, un peu plus difficile à progresser. Et on verra plus tard que on a vraiment, notamment dans les oueds et dans les canyons, vraiment un terrain difficile. Là, c'était des endroits où il fallait vraiment regarder où on posait les pieds. On était dans les pierriers. Alors, je ne sais pas si on peut dire rocher plutôt que pierre, mais il fallait être concentré sur chaque pas. Voilà. C'est le canyon qui va nous amener sur le plateau de la Drare. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que plus aucun véhicule ne peut emprunter cette piste. Et on trouve des ossements de chameaux qui meurent tout le long de la route, quoi, hein. Donc ça, c'est un spectacle qu'on croise souvent, hein, de trouver des os de chameaux. Quel que soit l'endroit où on a été, les paysages ont toujours été vraiment magnifiques. Il y a eu un enchantement de changement de couleur, changement de décor. Ça a été tous les jours une surprise. Et vraiment un endroit magnifique. Donc l'œil de l'Afrique, pour en parler, le plateau fait un peu plus de 300 km de long. Sur à peu près 90 de large, il est surtout visible du satellite, quoi. Donc vous pouvez le voir sur Google Earth. Si vous tapez l'œil de l'Afrique, vous allez tomber directement dessus. Donc là, on est dans le canyon d'El Galaouia et on va rencontrer pour la première fois notre ami Jacques Cacahuète. Alors, comme je l'ai dit en introduction, Jacques Cacahuète pour la couleur de son camion. Et c'est avec ce camion qu'on aura le plaisir d'aller au puits. Il a eu la gentillesse, en nous voyant épuisés, de nous offrir de l'eau fraîche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu de l'eau aussi fraîche, d'une part. Et puis de nous amener au canyon, non pas au canyon, au puits. Au puits, voilà. Il y a un bassin. Voilà, donc il nous a évité 10 km, on est monté dans le camion. Et on a été au puits. Chercher de l'eau et puis se laver en même temps. Ouais, je crois qu'on a surtout été se laver, quoi. Magnifique Jacques. Présence inestimable. Super pilote dans le sable. Et Voilà. Notre piscine en Voilà plein désert. Voilà une équipe en décomposition. Trempe dans l'eau. Il y a Jacques qui vraiment profite de la baignoire. Moi j'aurais dit Francis. Moi j'aurais dit Francis, mais c'est Francis qui est dans la. Non, Jacques il veut pas y aller. Il trouvait qu'il faisait trop froid. Et puis c'est le moment d'installer une GoPro sur le camion de Jacques. Et il nous amène directement au fort d'El Galaouia. C'est un fort qui a été construit par les Français. Et lui, Jacques, il y a séjourné quelques temps, je pense que 7 jours, en attendant que... qu'on lui envoie une équipe pour sortir son camion qui était ensablé. Vous vous rendez compte, 7 jours. Donc il nous fait voir là où il a dormi pendant 7 jours. Donc il s'est abrité du fort. D'accord. Voilà. C'est bien là. Il y a encore du temps noir là. Sur mesure. Mais elle était bien, oui.
Ça, c'était bouché parce que je te dis pas le vent. Ah oui. Putain, un abri comme ça, c'est pas Il faut savoir que Jacques est le vent, il a- est un Français qui connaît très très bien la Mauritanie et qui sillonne la Mauritanie depuis plusieurs années et qui a beaucoup d'amis. Et donc, ce qu'ils ont fait pendant ces 7 jours, ils ont utilisé des os de chameau pour écrire le mot SOS dans le sable. Si jamais il y avait un petit avion ou un hélicoptère qui survolait le fort. Magnifique équipe, on a eu la chance de bien s'entendre pendant ces 18 jours avec les deux Jacques. 36. Voilà, et un très beau bivouac. Alors de temps en temps, au-delà de laisser les chameaux manger des acacias, on leur donnait un peu de grains. Et vous voyez qu'on n'a pas manqué de vent. Donc de temps en temps, il était important de s'abriter pour déjeuner. Et puis, aux aléas de détour, on tombe sur le Guelta de El Maria. Donc, encore une fois, pour nous, c'est l'aubaine. Ah oui, ça c'était une vraie surprise qui nous a donné une joie en fin de journée immense. Vous voyez un petit plan d'eau qui se dessine. Alors, dans un endroit magnifique en plus. Difficile d'accès certes, mais magnifique. Et au fond, au loin, vous voyez cette baignoire naturelle. il faut savoir qu'à chaque fois qu'on trouvait un point d'eau, on faisait en sorte d'en profiter pour faire la toilette. Se savonner. Voilà. Et puis se détendre un peu aussi, quand on le pouvait, comme c'est le cas ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne faisait jamais de bivouac devant un point d'eau, tout simplement parce que je pense que c'est une condition entre les différents nomades, c'est-à-dire de ne pas faire bivouaquer... c'est polluant peut-être avec les ouais, animaux, voilà. etc. Donc jamais de bivouac à côté d'un point d'eau. On se trouvait toujours à entre 5 et 6 km des puits, quoi. Magnifique canyon, encore une fois, à la sortie de ce Guelta. Avec des beaux couchers de soleil, encore une fois, hein, quand on trouve un puits, vous voyez ce qui se passe. Dès qu'il y a un puits, hop, 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 on a cette frénésie de se mouiller, d'attraper de l'eau, de se doucher, presque. De prendre un morceau de savon et de se savonner les mains. De laver un peu de linge quand même. C'est quand même très éphémère, on essaye toujours d'enlever un peu le sable, mais il revient aussi vite qu'il est parti. Et puis là, donc, on va sortir de ce Guelta qui forme un canyon pour arriver... Alors là, oui, on parlait du chèche. Et effectivement, le seul qui portait pas de chèche, c'était Bibi. Ouais. Mais nous, on avait vraiment adopté le chèche. Les 4 autres, on avait vraiment adopté le chèche. Et franchement, c'est très agréable parce que ça pèse pas et puis ça permet de s'essuyer la figure, ça permet de s'essuyer les yeux et de se protéger du soleil et du sable. On arrive dans l'oued qui précède le village d'El Beyed. Alors El Beyed, je pense que Jacques voulait vraiment y repasser parce qu'il y était allé en 2015. Il avait été très bien accueilli. Il avait été très bien accueilli, effectivement, donc il avait cœur à repasser dans ce village. Et on a fait donc dans ce village une journée off, c'est-à-dire qu'on est resté une journée complète
avant de reprendre la route. Et on a été accueillis dans plusieurs raïmas pour boire le thé. Magnifiques installations, des belles structures. On a aussi été accueillis à l'école où les enfants apprennent l'arabe et le français, avec bien sûr une séparation entre les filles et les garçons dans la classe. Et là, en l'occurrence, à El Beed, il y avait 2 cours pour les petits et pour les grands. Voilà, donc Jacques présentait un peu notre parcours. Je ne sais pas si Maryse a une bonne note là, ce jour-là. L'épicerie. La station de radio pour échanger avec les autres villages. Le point d'eau. Et puis toujours les 2 Jacques qui ont amené beaucoup d'animation dans ce séjour. Alors là, c'est la fameuse journée de la chèvre. De la chèvre, en fait, on a eu le droit à une chèvre qui a été tuée le matin. On a goûté ça le midi. Et puis, toutes ces petites boutiques ambulantes. Là, on voit les 2 sages et le conservateur du musée. Conservateur du musée. Alors voilà le musée d'El Beed. Et on va vous laisser le conservateur vous expliquer un peu comment il a rencontré Théodore Monod. Théodore Monod est venu ici à El Beed en 1975, un chameau, avec un chamelier qui s'appelle Mokhtar Boulgounta. J'étais venu le voir pour me vendre quelques bifaces. Il m'a dit où tu as trouvé ces bifaces. Je lui ai dit dans le site derrière la montagne. Est-ce que tu peux me montrer le site? Oui, je peux te montrer le site. On était parti voir le site, à visiter le site, plein de bifaces, de points de flèche, il y a quelques poteries. Et voilà. Bon, on va commencer de ce côté. Ça, ce sont les œufs d'Autriche, œufs Autriche entiers. J'ai trouvé ici. Ça montre surtout qu'avant, il y a des Autriches, pas maintenant. Et là, on est au puits. Enfin, Claude va sortir les seaux. Et on va rentrer dans 4 jours de tempête. Première journée à El Beed. Et puis ça va durer comme ça pendant 4 jours. Tempête de sable. Alors on a vécu toutes les formes de tempête, je peux dire. Voilà, c'est-à-dire... Alors là, on ne voit pas le soleil, hein. On est vraiment dans un nuage de sable. Donc c'est couvert. Et il ne fait pas particulièrement chaud parce que le soleil n'est pas visible. Et puis, on avale du sable, on respire du sable. Accessoirement, on en mange aussi. Oui. Ah oui, ça crisse. Et la progression devient un peu plus tendue. Alors là, on avait de la chance parce qu'on avait quand même le sable ou sur le côté ou à l'arrière, donc ça derrière nous, donc du coup c'était bien, on n'était pas obligé de lutter contre, mais quand même, parfois c'était des rafales avec du sable grossier, et c'était pas très agréable. Quand même rester attentif pour ne pas perdre de vue, voilà, on voit très vite que on peut se perdre. Quatre jours de ce temps-là, et encore une fois dans différents types de progression. Là on est dans le sable, mais on va aussi passer dans les tout petits pierriers.
Voilà, la ligne bien blanche qu'on voit au fond, bah, c'est un nuage de sable, une ligne de sable permanente. C'est comme dans les films, là. Et comme je le disais, plusieurs natures de terrain. Parfois la progression était vraiment difficile. Outre les pierriers, il y avait du dénivelé. Il fallait être attentif. Là, on est couvert. Hein. Ouais, je vois ça. C'est pas chaud. Ce qui rendait un peu la difficulté un peu pénible par moment, c'est que faut pas oublier qu'on était dans un trek, c'est-à-dire que bon, on se lavait comme on pouvait, on buvait aussi comme on pouvait, et ajouter à ça la difficulté de la marche, et tout ça pendant 18 jours, où on a vu finalement très peu de personnes. On a dû voir, à part le camion de Jacques, on a dû voir 2 véhicules. Et on a dû rencontrer au maximum 5-6 nomades. Les bergers, voilà, les bergers. Alors, on a pu faire aussi quelques exercices en classe, voire essayer de se resynchroniser avec le satellite. C'était pas toujours facile. Mais bon, finalement, on ne s'est pas perdu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on dérive d'un petit degré dans le désert, ça peut prendre des proportions kilométriques énormes. Alors on s'est quand même un peu amusé aussi à faire des photos, des montages, des panoramiques. Claude Lelouch. Il faut dire que c'était magnifique, le tissu de sable comme ça, c'était quelque chose. Alors là, on a une patte de chameau. Et toujours cette équipe réunie, on s'est quand même bien amusé, quoi. Alors là, c'était un vrai point satellite. Hein. Et puis on apprend le métier aussi. On sait jamais. On sait jamais, les reconversions peuvent... Donc on amène les chameaux au puits. On en profite, je crois, pour faire un peu sa toilette. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si les chameaux n'ont pas été perturbés pour boire. Ils se sont arrêtés. Voilà. Et voilà, nous arrivons à Chinguetti. C'est notre ami Jacques qui nous prend en photo. C'est l'arrivée donc au camping de l'Éden, le camping de Marmoud, et puis c'est le départ de Jacques pour le Maroc. Il va nous laisser là et lui il rentre en France, donc il passe par le Maroc. Il a beaucoup de routes. Alors là, on est à Chinguetti du coup, et on va y passer 2 jours et demi. Ouais. On va visiter cette ville, et notamment ses bibliothèques qui sont très très connues. On va en voir 2, donc du coup. Alors ça recense des ouvrages sur l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, la religion, la géométrie. Très très vieux ouvrages qui sont donc conservés dans ces bibliothèques. Et ces bibliothèques sont fermées. Il faut savoir que Chinguetti... avec des serrures particulières. Voilà. On va ouvrir la porte. Alors ça ressemble à une brosse à dents, on dirait une brosse à dents pour les chameaux d'ailleurs. Voilà, c'est en fait la clé de la porte.
Et puis Mahmoud en a profité pour nous présenter un peu comment, Mais les objets des Mauritaniens, des nomades, etc. très vieux objets qu'ils utilisaient avant, parce que maintenant ils sont un peu plus modernes quand même. Et puis là on visite le lodge de Mahmoud, qui se trouve dans l'oued de Chinguetti. Et puis il nous a aussi fait visiter ses puits, ses palmeraies, magnifiques palmeraies. Alors c'était pas la saison, hein, c'est au mois d'août qu'ils ramassent les dattes, parce que ce sont des dattiers, des palmiers dattiers. Et partout où on allait, on avait le droit au thé. Voilà, Mahmoud qui a été vraiment merveilleux, il s'est vraiment impliqué dans notre séjour. C'est un hôte très très agréable pour nous. Il a été là dans les moments où il fallait nous aider, donc c'était vraiment très très agréable. Puis il avait envie de nous faire plaisir, donc il ne savait pas quoi faire pour nous faire plaisir, pour nous faire manger ce qu'on avait envie, pour nous emmener nous promener. Enfin, il avait vraiment envie de nous être agréable. On finira ces 2 jours dans les dunes de Chinguetti. On allait dans les dunes pour le lever du soleil, magnifique, et pour le coucher de soleil aussi. C'est vraiment un spectacle merveilleux. La mer de dunes, comme disait Mahmoud. Des couleurs qui sont vraiment changeantes. Et puis un petit tour de 4x4 dans les dunes, certainement pour nous faire voir comment les Mauritaniens La dextérité qu'ils ont à se gèrent déplacer. gèrent ça au volant. Donc là toujours on équipe la voiture et puis c'est parti. Il faut savoir que d'un jour à l'autre, il est obligé de passer par d'autres endroits parce que les dunes se déplacent insensiblement et donc du coup, il faut chaque fois être sûr de l'endroit où on va passer, quoi. Ça a été merveilleux, d'une part, de découvrir pour nous ce pays. C'était un merveilleux trek. Alors je pense qu'il a été très surprenant pour nous parce qu'il a été organisé créé, organisé par Jacques. On n'est pas là sur des produits de tour opérateur. Donc ça a été organisé par Jacques. Jacques a invité dans ce tour les gens qu'il connaissait et qui savait qu'il pourrait assurer le trek. Oui, le niveau quand même sportif que ça représentait quand même, parce que il fallait être en bonne forme pour faire un tour pareil, quoi, un trek pareil. Vous imaginez que des moments comme ça sont inoubliables. Et puis nous, avec Claude, nous avions tellement envie d'aller faire un trek dans le désert. Pour le coup, ça c'était vraiment authentique. Et puis c'est le retour vers Attar. Alors on reprend la piste tôle ondulée dans l'autre sens. à 100 à l'heure. Voilà. Ça évite comme je le disais au début, ça évite de supporter, pour la joie de tout le monde d'ailleurs, ça évite Comme de des supporter les marques de la route, et surtout pour la mécanique, qui pourrait très vite casser à ces vitesses-là sur la tôle ondulée. La poussière, quand il y a un véhicule devant, c'est terrible. Mais on continue à 100 à l'heure quand même. Voilà, là on va moins vite quand même. Parce que la route elle tourne. Et puis juste avant d'arriver à Attar, encore une fois, magnifique paysage.
faut tenir le pare-brise quand même souvent, pour pas que, avec les projections de pierre. Notre retour donc à Attard le samedi matin. Alors à Attard, Washington, les véhicules que vous pouvez trouver, c'est soit des Toyota, soit des Mercedes. On voit les boîtes de pain là, c'est le jour de marché. Et puis ce sera notre arrivée sur l'aéroport d'Attard, vers l'aéroport d'Attard. Voilà, toujours avec cette merveilleuse équipe